Très bien, nous allons résoudre cet exercice de mécanique qui intéresse le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique et plus particulièrement nous allons interagir l'action d'un champ électrique et d'un champ de pesanteur. Alors, pour commencer, on dit une petite sphère chargée de masse m égale à 10 grammes et de charge Q positive est abandonnée sans vitesse initiale en un point I du circuit isolant IABO. Le circuit IAB est circulaire de rayon R de centre C et BO sera rectiligne et incliné d'un angle alpha. On donne ici θ G alpha et c'est que le rayon qui est égal à 0,5 mètres. Dans la première question, on demande de calculer la vitesse de la sphère au passage en A ici. Après, de déterminer l'expression de la réaction de la piste en A et calculer aussi sa valeur. En 2 sera de déterminer et calculer l'accélération de la sphère sur le circuit BO. Ça sera donc solide glissant sur un plan incliné, accélération sans frottement. Et ensuite, la vitesse en O, sachant que la vitesse en B est connue, ainsi que la durée du mouvement, donc ce sera simple. En 3, la sphère va quitter en haut avec une vitesse de 10 mètres par seconde et va pénétrer dans un champ électrique entre deux plaques qui sont distantes de 4 cm et de longueur 5, et le champ qui règne sera 10 pour 5 volts par mètre. Pour un premier temps, nous allons négliger le poids de la sphère devant la force électrostatique, donc on aura l'unique force. On demande l'équation horaire ainsi que l'équation de la trajectoire du mouvement de la sphère. Et en 2, ce sera de chercher l'expression de la charge Q pour que la sphère, en rentrant au point O ici, puisse sortir en O' juste là. Donc ça va tourner là et sortir ici. Cependant, dans 4, lorsqu'on donne la charge égale à 5 fois 10 pour moins 7 coulombs, le poids ne sera plus négligé devant la force électrique. Et la distance ne va pas changer. BO sera donc rectiligne. Si BO reste rectiligne, ça veut dire que la particule va entrer avec une vitesse horizontale. On demande la tension pour que la particule, pour que la sphère puisse avoir un mouvement rectiligne uniforme sur O et O'. Donc voilà. C'est ça qu'on va tenter de résoudre. Bien, alors nous allons expliquer l'exercice. Il faut d'abord commencer par prendre les données. La masse de la sphère est de 10 grammes qui sont convertis dans cette valeur. La sphère est chargée positivement. L'angle est donné, la valeur de l'accélération de la pesanteur, l'angle de la diffraction. Alors donc, si nous voulons faire cette étude, il faut départager l'exercice. Dans un premier temps, nous allons étudier le mouvement de la sphère sur la portion IABO. Et dans un deuxième temps, nous allons étudier dans le champ électrostatique. Et sur la piste IABO, il n'y a que deux forces, le poids et la réaction. Nous considérons ici la sphère comme le système et nous prendrons ici le référentiel terrestre auquel nous allons associer le repère ROIJ pour la pente BO et la base de Fresnel pour la portion circulaire IAB. Si nous voulons faire le chemin d'étude, il faut arriver à ce niveau. Nous prenons la sphère ici et à ce niveau. Nous sommes en A. Mais pour que la sphère soit en A, elle a commencé son mouvement en I. Donc l'étude du mouvement se fera entre I et A. Ainsi, la hauteur balayée sera donc H. Et la projection de H sera CD, et CD est le côté adjacent. En appliquant le théorème de cosinus, on forme cette expression. Ici, c'est le rayon. Arrivé à ce niveau, il faut associer la base de Fresnel. Ça, c'est la normale, ça, c'est la tangente. Sur la tangente, T au vecteur, on met la vitesse. Sur la normale, N vecteur, on met la réaction qui est centripète parce que la sphère glisse à l'intérieur de la piste. Et PN est opposé, c'est une force centrifuge. Quand nous projetons cette droite, sous cette forme-là, il y a l'angle qui est à balayer à ce niveau. Les deux droites sont parallèles, donc les angles sont les mêmes. De telle sorte que PN devient le côté adjacent. Lorsque l'angle qui est là est formé à ce niveau, dans ce cas,
PN devient le côté opposé. Et l'angle qu'elle a formé à ce niveau, c'est la formée ici. Sur le plan incliné, c'est simple, il faut mettre le poids, la réaction. Les frottements sont éliminés, la réaction se confond à la normale. Et dans la suite des questions, on nous demande ici l'accélération ainsi que la vitesse. Donc il faut représenter ces deux grandeurs vectorielles sur le schéma. Donc on nous demande de trouver la vitesse, il faut appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre I et A. La variation, la somme des travaux. La variation se résume uniquement à VA au carré. Parce que en I, la sphère est partie sans vitesse initiale. Et donc, ici, la somme des travaux sera le poids, la réaction à la descente, le poids c'est MDH, et H est connu, on remplace. Le travail de la réaction elle est nulle parce que la réaction est orthogonale. La réaction est orthogonale à la vitesse, donc son travail est nul. Donc la somme des travaux se résume à ça, on va intégrer les deux expressions et trouver la vitesse, on fait le calcul pour cette valeur. Et on nous demande l'expression de la réaction. Donc la réaction est une force et pour chercher cette force, il faut appliquer la deuxième loi de Newton qui est le théorème du centre d'inertie. D'après le théorème du centre d'inertie, qui applique ça, après tu fais une projection axiale. Ici nous avons associé la base de Freinet. Donc il faut projeter sur la normale, parce que sur la normale on trouve la réaction. Et en norme, le poids PN est opposé, c'est une force centrifuge en M-, alors que la réaction est centripète en M+, donc il y a M fois. Quelle accélération? L'accélération sur la normale. Si c'était sur la tangente, on aurait dit M fois A tangentielle. Et du coup, si tu envoies PN, tu trouves cette valeur, PN, son expression est l'accélération normale V carré sur R, on va simplifier les rayons de cette valeur. Si on remplace ici le livret, on va trouver la valeur de la réaction. L'application numérique nous donne 0,15 newton. Et nous allons chercher l'accélération de la sphère sur la portion BO. On revient sur le chemin. Donc sur la portion BO, c'est le filet glissant sur un plan incliné sans frottement. Il faut appliquer tout simplement la deuxième loi de Newton et faire la projection suivant l'axe des X. Et ce que nous avons fait, la projection axiale de cette loi donne suivant X, Px égale à M fois A, Px ça ne change pas, Px égale à mg sinus de l'angle formé. Et la simplification de la masse nous donne cette valeur. L'application numérique nous ramène à 5. On demande la vitesse de passage en eau. Nous connaissons l'accélération, nous connaissons le temps, nous connaissons la vitesse initiale, mais on peut chercher la vitesse finale par cette expression. Il suffit de faire l'application de toute cette valeur. On pouvait penser au texte, mais vu ces valeurs, il ne faut pas aller loin. Enlève. Alors, pour bien étudier le mouvement de la sphère dans le champ électrostatique, il faut d'abord savoir comment la sphère est venue avant de rentrer dans le champ. On se rappelle bien que sur le chemin, ici, sur le plan incliné, la sphère descend sur la pente. En descendant sur la pente, la vitesse prend la même direction que la pente. Et arrivé en haut, la vitesse V en haut garde cette même direction. Donc, ça reste comme ça et ça pénètre. Mais la sphère est chargée positivement. Mais sur le chemin, les deux plaques, eux, est dirigé comme ça, vers le haut. Mais nous savons bien que le champ électrostatique est dirigé vers le potentiel décroissant. Du coup, si E est dirigé vers le haut, ça veut dire que la plaque qui est en haut, qui est ici, notre plaque P, que nous allons noter ici par P, et en bas par P', la plaque P est chargée donc négativement et la plaque P' est chargée positivement. La sphère, comme on vient de dire, est chargée positivement. Quand la sphère entre avec la vitesse V0, on a l'impression que la sphère va buter la plaque positive. Mais à cause de l'interaction qui se trouve entre les deux, parce que les deux ont le même chiffre, parce que les deux ont le même signe, la sphère sera donc déviée, repoussée par la plaque chargée positivement et la sphère continue son mouvement. Ça sera donc une trajectoire parabolique. Et le centre de courbure représente la force ainsi que l'accélération. Alors, on peut conclure que pour une particule, ou bien encore chargée positivement, la force électrostatique et le champ, eux, ont le même sens. On demande les équations horaires du mouvement ainsi que l'équation cartésienne de la trajectoire. Il faut d'abord appliquer la deuxième loi de Newton
à la particule ou bien à la sphère ici, tu trouves l'expression de la force qui est égale à Q fois E. Et quand tu tires A, tu vas trouver cette expression. Comme l'accélération elle est constante, tu trouves l'équation du second degré sous forme vectorielle. On dit équation vectorielle. Si tu trouves les coordonnées de chaque grandeur vectorielle, tu auras trouvé les équations horaires. Et du coup, dans le repère R ici, Ex égale à 0, Y égale à E. Pourquoi? Parce que E est sur l'axe des Y et c'est dirigé vers le haut, donc Ex n'existe pas. Et Y égale à E. Si E était en bas, on va dire moins E. Ensuite, la vitesse V0, la vitesse faisant l'angle alpha par rapport à l'axe X, sa composante V0X est le côté adjacent et sa composante V0Y est le côté opposé. Mais seulement que la composante V0Y se trouve dans le côté négatif. Donc ici, on a le signe moins avec force et sinus bien sûr. Au point O, à l'entrée de la sphère à O, ici, les coordonnées sont ici mieux. Maintenant, si nous connaissons donc ces coordonnées des grandeurs vectorielles, on peut en déduire les équations horaires en s'inspirant de l'équation vectorielle qui se trouve ici. Nous commençons d'abord par X. On va dire X égale à 1,5 de Q fois EX fois K au carré. Mais comme EX égale à 0, la partie là égale à 0. Fois V0X fois K. V0X égale à V0 cos, donc on va trouver ça. X0 égale à 0. On fait la même chose avec Y. Y égale à 1,5 de Q fois EY. EY égale à E, donc on a Q fois ET carré. Plus V0Y fois T. V0Y égale à moins, donc on aura ici moins. Y0 égale à 0. Si nous voulons chercher les côtés de la trajectoire, on va se baser sur les projectiles. Il faut tirer le temps dans l'expression de X et remplacer dans Y. Il faut minutieusement manipuler jusqu'à trouver cette expression. Donc, on voit que le coefficient A est supérieur à 0 et c'est une équation du second degré. Nous dirons que la trajectoire est une parabole de compacité tournée vers le haut. Donc, on nous demande dans la deuxième question de chercher l'expression de la charge de la sphère pour que cette sphère puisse sortir au point O'. Donc, nous allons revoir le schéma pour pouvoir expliquer ce phénomène. Donc, la sphère entre en O décrit une trajectoire parabolique de compacité tournée vers le haut et sort du champ à partir de O'. Qu'est-ce que nous remarquons donc? Lorsque la sphère commence à descendre, on peut décrire des hauteurs H. Arrivé ici, peut-être au sommet S, la hauteur devient très grande. À ce niveau, cette hauteur diminue, ça diminue jusqu'à 100 mm. Ce qui nous permet de dire, lorsque la sphère quitte donc et sort ici en O', Y égale à 0, en plus, la sphère va parcourir cette distance O', qui est égale à L, la longueur d'un plat. Ce sont les deux conditions. Donc, en O', X égale à L et Y égale à 0. Ainsi, en appliquant cette relation, on peut donc trouver X égale à L, Y égale à 0. On remplace dans l'équation cartésienne de la trajectoire précédemment. Et on met L en évidence. Et en trouvant L égale à 0, ça veut dire que c'est le point d'entrée, le point O. Et nous pouvons donc envoyer tangent de l'autre côté, on remplace par sinus et cosinus. Les cosinus vont se simplifier. On envoie l'autre cosinus par là. Donc on va trouver cette expression. À partir de là, je peux garder ça. Je prends 2, je colle à cos et sinus. Donc 2 cos et sinus égale à sinus divisé alpha. Donc ça va rester mv0 carré. Si je tire je la donne mv0 carré fois sinus de 2 alpha qui est donc 2 cos et sinus sur 1 fois L. Après je procède ici à l'application numérique. Je dois d'abord reprendre les données, les ramener dans le système international. Ça m'aide beaucoup à ne pas faire des erreurs. Donc si je manipule manuellement, ici on a sinus de 60, sinus de 60 égale à la racine de 3 sur 2. Vous manipulez les puissances, 5 va rester. Les deux divisions ça devient 10. Racine de 3 faut connaître par cœur, 1,73 divisé par 10, tu vas trouver cette valeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En réalité, on donne une charge Q égale à 5 fois 10 exponent 7 à la sphère. À cette charge-là, cette charge est faible par rapport à la charge précédente. Si la charge est faible,
c'est que le poids va commencer à avoir de l'influence. C'est pourquoi on dit maintenant, on ne néglige plus l'action du poids. Si tel est le cas, il y a donc une action simultanée des champs E et G sur la sphère pour Q égale à cette valeur. Donc, la sphère sera donc soumise à deux forces qui est son poids et qui sont son poids et la force électrique. Pour faire ce schéma, on nous pose une question. On nous dit déterminer la valeur I0 de la tension qui est égale à Vp moins Vp'. Vp est là, P est là, la plaque P est là, la plaque P' est en bas. Lorsqu'on crée ici la différence de potentiel, on oriente la flèche de I0 vers P. Pour dire c'est Vp moins Vp', c'est comme ça. Et si on justifie bien, ça sera une tension, voilà, qui est orientée vers cette plaque. À partir de là, on nous dit de trouver cette tension pour que la sphère qui est entrée en O puisse sortir en O'. Dans le schéma précédent, il y avait une angulation entre la vitesse angulaire et l'axe, entre la vitesse initiale et l'axe X. Mais ici, ils ont ramené la pente horizontalement, donc la sphère entre avec une vitesse initiale aussi horizontale. Mais ce qui est étonnant, c'est que la sphère qui est chargée positivement n'a pas pu dévier vers la plaque négative. Pourquoi? L'exercice même dit que la sphère va sortir en O'. Si la sphère quitte en O et sort en O', c'est que son mouvement est resté rectiligne. Si c'est resté rectiligne, c'est qu'il y a eu une compensation entre la force électrique et le poids. Mais comme la sphère est chargée positivement, elle a tendance à être attirée par la plaque négative. Donc F est dirigé vers la plaque négative, comme E ici. Mais comme il y a l'influence du poids, le poids aussi est dirigé vers le bas. Ainsi, nous remarquerons très bien sur le schéma que le poids va compenser la force électrostatique, permettant donc ici à la sphère de décrire un mouvement rectiligne. Du coup, il faut une compensation. Et s'il y a une compensation, on applique ici le principe d'inertie. Et dans ce cas-là, il y a les forces qui s'appliquent sur la sphère, mais les forces se compensent. On dit que la sphère est un solide pseudo-isolé, parce qu'il y a les forces qui s'appliquent et les actions de ces forces, bien les effets se compensent. Donc si tu prends en norme, la force c'est la charge fois le champ et le poids mg, mais le champ électrostatique c'est la différence de potentiel sur la distance entre les deux plaques. La distance entre les deux plaques c'est D, la différence de potentiel est déjà orientée, vous tirez la valeur du Q. Si vous procédez à l'application numérique en ramenant les grandeurs dans le système international, c'est-à-dire la masse en kg, l'accélération de la pesanteur en mètres par seconde carré, la distance en mètres et la charge en coulombe, vous allez trouver une tension de 8000 volts.